J'ai une anecdote pour vous. C'était quand j'étais encore à l'école, j'étais en terminale éco-spémat, donc je devais avoir 16-17 ans, et on avait un chapitre sur les vecteurs et les matrices. Les matrices, ce sont donc des grilles de valeurs numériques avec n lignes et m colonnes. Et j'étais pas mauvais dans cette merde. Mais pour autant, comme beaucoup, je me posais la question suivante: à quoi ça me servira plus tard? Et 10 ans après, j'ai enfin ma réponse. Cela faisait figure de prologue à la librairie NumPy de Python. Dans cette vidéo, on va voir les bases de cette librairie. NumPy, c'est l'abréviation de Numerical Python. Donc c'est l'idée que l'on va pouvoir travailler avec des données numériques et pouvoir faire des opérations mathématiques et statistiques assez poussées. Et cette librairie, elle repose principalement sur le concept d'arrays, qu'on pourrait traduire en français par tableaux, donc des tableaux à une ou plusieurs dimensions, et surtout des tableaux avec des types de données homogènes. Et les arrays sont souvent considérés comme étant beaucoup plus efficaces que les listes. Elles ont plus de fonctionnalités, elles prennent moins de place de stockage, et elles sont plus rapides. On verra donc comment créer ces arrays, comment créer des arrays de une dimension, que l'on appelle également vecteurs, des arrays de 2 dimensions, que l'on appelle matrices. On peut également créer des arrays de 3 dimensions et plus, que l'on appelle tenseurs. On verra également comment modifier ces arrays, comment faire des opérations mathématiques et statistiques simples, et comment sauvegarder le travail qu'on a effectué. Une dernière chose avant de commencer, notez que je ne vais pas prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. On utilise souvent le concept d'expert à toutes les sauces, mais à ce titre, je ne suis pas un expert sur la librairie NumPy. J'espère néanmoins que ce tutoriel vous sera utile si vous venez tout juste de découvrir cette librairie. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'installer la librairie NumPy dans un environnement virtuel en tapant pip install numpy, et moi je vous retrouve sur JupyterLab. La première chose à faire, c'est d'importer la librairie NumPy, auquel cas on va simplement taper import numpy as np. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir créer nos arrays à partir d'une liste. On va en créer de 3 types. On va créer une array de 1 dimension, une autre de 2 dimensions et la dernière de 3 dimensions. Pour créer une array, on va utiliser np.array et on va insérer notre liste dans nos parenthèses. Donc si je veux une array de 1 dimension, c'est très simple dans le sens que je vais faire une liste simple. Donc np.array 1, 2, 3. Et vous voyez que si je fais le type, je vais l'appeler A par exemple, et que je fais le type de A, on a bel et bien un élément de type numpy.array. Maintenant, supposons que je veuille avoir le type du premier chiffre dans ma liste. Donc je vais faire A0. Et on a un élément de type int32. Alors 32, sans trop m'avancer, c'est le nombre de bytes, donc ce que ça prend en mémoire. Tout ça pour vous dire qu'on peut également changer le type de données que l'on écrit. Là, on a un élément de type int, donc nombre entier. Si je veux mettre un nombre décimal, rien ne m'en empêche. Auquel cas, je vais rajouter un paramètre dtype et je vais dire par exemple float. Et si je refais type A0, j'ai un élément de type float64. Maintenant, on va créer une matrice, donc un array de 2 dimensions. On va refaire np.array. Et cette fois-ci, la seule chose qui va changer, c'est qu'on va mettre 2 crochets au début et à la fin. Puis par la suite, on fait nos listes comme d'habitude. On peut faire par exemple 1, 2, 3. Ça, du coup, ce sera notre première ligne. Et notre deuxième ligne, disons que c'est 4, 5, 6. On a bien tout, on fait B et on a bel et bien une matrice. On va terminer par une array à 3 dimensions. Le début ne change pas. Et cette fois-ci, on va mettre 3 crochets au début, 3 crochets à la fin. Et supposons qu'on veuille commencer par 1, 2, on va rester simple. On va continuer par mettre 3, 4. Et si jamais je ferme par 2 crochets, ici ça veut dire que c'est la première partie de mon array. Si je veux en faire une deuxième partie, je vais remettre 2 crochets. Je vais continuer, je vais dire 5, 6, 7, 8.
Je termine encore par 2 crochets et je vais en mettre une dernière partie, une troisième dernière partie. Il me semble qu'il y a une virgule également ici, qui sera du coup 9, 10, 11, 12. On termine par 3 crochets. J'ai fait une erreur parce que doit y en avoir un de trop ou un de moins. C'est parce que j'ai oublié de mettre un crochet ici. Et on avait bien une matrice à 3 niveaux, à 3 dimensions. Mais comment en être certain en réalité? Comment obtenir plus de données sur les 3 arrêts que l'on a créés? D'abord, comme on l'a dit, on veut s'assurer de la dimension de nos arrêts. Auquel cas, je vais mettre ma variable et je vais faire .ndim et j'aurai du coup ma dimension. Si je fais a.ndim, j'ai bel et bien une dimension. Si je mets b, je devrais en avoir 2. Et si je mets c, je devrais en avoir 3. Je peux également faire a.size qui va me permettre d'obtenir le nombre d'éléments dans mon arrêt. Donc je devrais avoir 3 ici. Je devrais avoir 6 là. Et ici, je devrais avoir 2, 8, 12. Et enfin, on peut également avoir la forme de notre arrêt. Par exemple, ici, c'est un arrêt de une dimension qui devrait avoir du coup une forme de 3, parce qu'il y a 3 éléments. Ici, on a une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes. Et ici, on a 3 parties, chacune ayant 2 lignes et 2 colonnes. A.shape, et vous voyez que j'ai bel et bien 3. Si jamais je prends une matrice, j'ai bel et bien 2, 3. Donc 2 lignes, 3 colonnes. Et enfin, si je fais C.shape et qu'on vérifie, vous voyez bien que j'ai 3 parties, 1, 2, 3, chacune avec 2 lignes et 2 colonnes. Évidemment, créer manuellement des arrêts en mettant des listes, c'est un peu pénible. C'est la raison pour laquelle on peut également créer automatiquement des arrêts types. Donc vous voyez qu'il y a différentes façons de faire. On peut commencer par créer un vecteur ou une matrice remplie de 0. Auquel cas, je vais faire np.zeroes avec un S et je vais insérer ici la forme que je souhaite lui donner. Si je mets 3, j'aurai une matrice de une dimension. Si je mets 3.2, auquel cas ça va changer un tout petit peu parce qu'il faut que je l'insère dans un tuple. Je peux également modifier le type des données. Je peux faire datatype int pour avoir des chiffres entiers. Et si je veux 3 dimensions, je peux mettre 4. Je rajoute un chiffre à chaque fois. On a 3 parties avec 2 lignes et 4 colonnes. On peut faire la même chose, mais cette fois-ci avec une matrice remplie de 1. Le principe est, je vais dire, sensiblement le même, pour ne pas dire identique. Simplement, je ne vais pas mettre np.zeros, je vais mettre np.once. Et on n'aura que des 1. Alors, on n'est pas obligé de mettre que des 0 ou que des 1. On peut mettre une toute autre valeur. On peut mettre la valeur tartempion et ça va nous mettre la valeur tartempion. Auquel cas, il faut taper np.full. On va rester sur du 3.2.4 et cette fois-ci, on va remplir la matrice du chiffre 55. Et on n'aura que des 55. On a également une méthode qui nous permet de créer une matrice identité. La matrice identité, c'est une matrice remplie de 0, mais où la diagonale est remplie de 1. Et ça fait fonction de 1. C'est-à-dire que si vous multipliez une matrice fois la matrice identité, vous aurez la même matrice. Un peu comme si vous faisiez 3364 fois 1, bah ça restera 3364. Vous faites np.identity. Étant donné que la matrice identité est toujours une matrice carrée, bah vous ne mettez qu'un seul chiffre. 3, 4, 5, à chaque fois, on a la diagonale remplie de 1. Les deux dernières méthodes, c'est des méthodes que l'on peut utiliser également en corrélation avec Matplotlib. La première va nous permettre de créer une très longue série de chiffres à intervalles réguliers. Je vais faire du coup np.arrange. Et si je mets par exemple 6, disons, entre parenthèses, ce serait mieux. Vous voyez que j'aurai un arrêt avec 0, 1, 2, 3, 4, 5. De manière générale, on peut insérer les paramètres suivants. Le premier chiffre est le début, le premier chiffre que vous souhaitez avoir. Donc par exemple, je vais mettre 3. Le deuxième chiffre est le point d'arrivée. Alors il est exclu. Et enfin, on va insérer l'intervalle. Si je mets
2, ça va me mettre 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ça va sauter de 2 en 2. Si je mets 0,5, pareil, ça va sauter de 0,5 en 0,5. Et la dernière méthode, elle est assez similaire, mais cette fois-ci, vous allez insérer combien d'éléments vous souhaitez avoir dans votre array. On n'utilise donc non plus np.arrange, mais np.linspace. Vous insérez toujours le chiffre de début, le chiffre de fin, mais ici vous allez insérer le nombre d'éléments que vous souhaitez obtenir. Donc si je veux souhaiter obtenir 10 éléments, je vais taper 10 et vous voyez que j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par la suite, on verra qu'on peut remodeler cet array. Donc si je fais .reshape, alors on va plutôt en mettre 9 du coup, ce sera plus cohérent. Si je fais .reshape et que je mets 3, vous voyez que maintenant j'ai une array à 2 dimensions avec 3 lignes et 3 colonnes. On peut également créer des arrays aléatoires. On va analyser 3 façons de faire. On peut d'abord créer une série de nombres décimaux entre 0 et 1 suivant le principe de l'uniform distribution. Alors c'est l'idée que vous allez pouvoir piocher n'importe quel chiffre avec une probabilité équivalente. On va donc taper np.random.rand et vous insérez la forme de votre array. Et vous voyez qu'on a bel et bien que des valeurs entre 0 et 1. On a à peu près le même principe, mais cette fois-ci, c'est en suivant la normal distribution. Et c'est pas entre 0 et 1 également. Mais si vous voulez, ça suit la logique de la courbe qui est souvent utilisée pour représenter les quotients intellectuels. Vous avez une moyenne de 100 et vous avez un écart type. Donc grosso modo, vous avez 68% des personnes qui ont, disons, un quotient intellectuel entre 90 et 110. Et si une personne est un débile absolu ou un génie absolu, auquel cas ça fait 2 des personnes très rares. C'est presque du coup la même chose, on va faire np.random.rand n comme normal distribution, et vous faites 4, 2. Et par défaut, ce sera du coup avec une moyenne de 0 et une variance de 1. Et enfin, on va pouvoir également générer aléatoirement des nombres entiers. C'est np.random.runDit et vous allez insérer un chiffre de départ et un chiffre d'arrivée, disons un intervalle plutôt. Alors il me semble que le dernier chiffre est exclu. On va vérifier ça. Si jamais je fais size est égal 3, 3, effectivement, ça me semble bel et bien exclu. Donc si je veux de 1 à 100, je vais devoir mettre 101 et j'aurai bel et bien ma matrice. On a créé une array B de dimension 2 et qui ressemble à un digicode, donc 3 sur 3. Et l'idée c'est qu'on va à présent voir comment est-ce qu'on peut afficher et à défaut également comment exclure certains éléments. Si je veux obtenir une ligne entière, je vais faire un petit peu le même principe que sur Pandas, c'est-à-dire que je vais commencer par donner le nom de ma variable et je vais dire par exemple 0 si je veux ma première ligne et je vais dire tout pour le reste. Et de ce fait, j'aurai bel et bien la première ligne, à savoir 1, 2, 3. Je peux également dire que je souhaite obtenir plusieurs lignes en même temps, auquel cas je vais indiquer un intervalle en disant 0, 2, je crois qu'on appelle ça un slice de mémoire, et je vais du coup prendre 2 lignes étant donné que le deuxième intervalle est exclu. Le principe suit son cours si on veut sélectionner une colonne entière, auquel cas je vais dire que je veux obtenir tout au début, donc toutes les lignes, et que je veux obtenir une ou plusieurs colonnes, donc pareil, ça commence à 0, si je veux la première colonne, je fais 0, et j'aurai 1, 4 et 7. Si j'en veux plusieurs, si je veux, je sais pas, 1 à 3, j'aurai 2, 5, 8, 3, 6, 9 qui sont du coup les 2 dernières colonnes. On peut également sélectionner les lignes ou les colonnes en mettant des chiffres négatifs, c'est-à-dire que si je veux sélectionner la dernière ligne par exemple, je peux très bien faire B-1 et du coup j'aurai 7, 8, 9. Et enfin on peut également sélectionner des cellules spécifiques, rien ne m'en empêche. Si je veux obtenir, je sais pas, par exemple le chiffre 5, je vais pouvoir dire B1 parce que c'est la deuxième ligne, et la deuxième colonne, donc également 1, et normalement je devrais avoir 5. Il y a également une autre façon pour afficher certains éléments, qui est de mettre des filtres. Et pour le coup, c'est une méthode qui est très similaire avec ce qu'on peut faire sur Pandas. J'ai créé 30 chiffres aléatoire entre 0 et 100 et supposons que je veux faire une condition, je vais trouver tous les chiffres qui sont supérieurs à 50. Alors si je fais la chose comme telle, j'aurai false ou true, donc true si la condition est vraie évidemment et false lorsqu'elle est fausse. Mais c'est pas exactement ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est d'avoir un tri, c'est de retourner une array avec que
les chiffres supérieurs à 50. Auquel cas, je vais remettre ma condition, je vais l'entourer de crochets et je vais de nouveau appeler ma variable. De ce fait, j'aurai uniquement les chiffres supérieurs à 50. On peut vérifier, 47 c'est pas le cas, 58 oui, 59 oui, 91 oui, 16 non, etc. Donc on est bon. Ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on peut également mettre plusieurs conditions en même temps. On peut en mettre 2, 3, 4, il n'y a pas vraiment de limite. Donc supposons que je veuille créer deux conditions. La première, c'est de vérifier que les chiffres sont supérieurs à 25. Et l'autre, donc je vais mettre AND pour dire et. Si jamais je voulais mettre OU, j'aurais mis une barre à la verticale. Et file inférieur à 75. Donc les chiffres entre 25 et 75 exclus. Je ferme les crochets. Et étant donné que j'ai deux conditions, je vais les entourer, chacune d'entre elles, par des parenthèses. Et on peut vérifier la chose, donc 47 c'est oui, 78, 79 c'est non, 91 non plus, 16 non plus, 21 non plus, 62 c'est bon, 47 c'est bon, etc. On peut également faire une négation dans notre condition. Si je veux obtenir la négation de ça, c'est-à-dire retourner tous les chiffres inférieurs ou égal à 25 et supérieurs ou égal à 75, je vais pouvoir mettre une sorte de vaguelette qui est celle-ci. Et on peut vérifier, 78 c'est bon, 47 c'est pas bon, 79 c'est bon, 91 c'est bon, 16 c'est bon, 21 c'est bon, etc., etc. On va voir comment modifier certains éléments. Alors c'est surtout un prétexte pour voir la différence entre une vue et une copie. J'ai du coup créé deux arrêts. La première, je l'ai appelée C, qui est de forme 3, 2, 4. Et l'autre, c'est D, qui est un slice de C. Donc on est parti de C pour créer D, et qui a pour forme 2, 2 et 4. On va du coup modifier la variable D. On va par exemple modifier les deux premières lignes et les trois premières colonnes, et on va remplacer 0 par 2. Mais uniquement sur la première partie. C'est parfait parce que ça va faire certaines révisions. On sélectionne la première partie, on sélectionne toutes les lignes et on sélectionne les trois premières colonnes, donc jusqu'à la troisième. Et ça va faire 2. La modification a bel et bien été faite. Maintenant, je veux remplacer la dernière colonne, mais sur les deux parties, je veux remplacer 0 par 9, 8, 7, 6. On va faire D, on sélectionne tout, puis encore tout, et la dernière colonne. Et tout ceci va être remplacé par 9, 8, 7, 6. On affiche, on a bel et bien fait la modification. Enfin, on va remplacer tout le reste, donc tous les zéros restants, par le chiffre 3. Ça va donner lieu à une condition. D est égal à 0. Lorsque D est égal à 0, ce sera égal à 3. Et voilà la modification. Le problème, c'est que par défaut, lorsqu'on a fait le slice de C pour créer D, on a créé une vue. Et lorsqu'on fait une modification sur une vue, on modifie également la variable originelle. Et de ce fait, si je regarde C, vous voyez qu'elle a également été modifiée. Donc faites bien attention lorsque vous copiez les arrêts, auquel cas si on ne souhaitait pas modifier C dès le départ, il fallait indiquer que l'on souhaite faire une copie et non pas une vue. Donc on va relancer ça, on va dire D est égal C.copy, on relance l'entièreté, et lorsqu'on va faire C, vous voyez que cette fois-ci, elle n'a pas été modifiée. Comment transformer des arrays? Comment est-ce qu'on va pouvoir transformer nos tableaux? Alors il y a différentes façons de procéder. On va commencer par voir comment est-ce qu'on peut le changer de forme. On va créer une variable A et on va faire np.linspace 0, 10, 6, de telle sorte qu'on sera certain qu'on aura 6 éléments dans une array de une dimension. Mais maintenant, supposons que je veuille augmenter cette dimension, que je veuille passer à une array à 2 dimensions, et que je veux faire quelque chose de 3 sur 2. Auquel cas, c'est complètement possible, mais il faut que je tape en plus .reshape, et je vais lui insérer une forme. Donc si je fais 3 sur 2, on aura bel et bien quelque chose de 3 sur 2. Alors notez qu'il faut bel et bien que les valeurs que l'on insère, si on les multiplie, soient égales au nombre d'éléments inclus dans notre array de base. C'est-à-dire que 3 fois 2, 6, on a bel et bien 6 éléments au départ, donc ça fonctionne. Mais si je fais 3 sur 3, étant donné que les données ne vont pas être matchées, ça veut dire qu'on ne peut évidemment pas reshape un array de taille 6
en une array de 3 sur 3. On peut également faire ce qu'on appelle une matrice transposée. Alors la matrice transposée, je pense que c'est quelque chose qu'on voyait également à l'école, dans le sens que les lignes de base vont devenir des colonnes et les colonnes de base vont devenir des lignes. Donc souvenez-vous, au départ on a ça. Et si jamais je fais a.transpose, vous voyez qu'on a bel et bien les colonnes 0, 4, 8, qui est devenue la première ligne, 0, 4, 8, et la deuxième colonne 2, 6, 10, s'est transformée en une deuxième ligne 2, 6, 10. Enfin, de façon différente, on a également la matrice retournée. Alors ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les éléments vont être switchés, le dernier va devenir le premier et le premier va devenir le dernier, comme dirait l'autre. Auquel cas, on va taper np.flip, on insère notre variable, notre array, et vous voyez qu'au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, on a 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ça fonctionne également sur des matrices, donc des arrays à 2 dimensions. Si jamais je fais np.flip de C, ça donnera également la même chose. Mais là, pour le coup, on va pouvoir préciser si on souhaite retourner la matrice dans le sens de toutes les lignes ou de toutes les colonnes, auquel cas on ne met pas de paramètres, ou si on souhaite retourner cette matrice dans le sens des lignes ou des colonnes, une des deux. Auquel cas, encore une fois, il va falloir insérer le paramètre axis et mettre 0 ou 1 en fonction de si on souhaite retourner la matrice dans le sens des lignes. Donc là, c'est bel et bien le cas. Si jamais on revient sur C, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là on a 7, 8, 9, 4, 5, 6 et 1, 2, 3. Et si je mets axis est égal à 1, ça va retourner la matrice, mais dans le sens des colonnes, auquel cas j'aurai 3, 6, 9, qui était le dernier, maintenant devient le premier. On a refait des variables A, B et C, et cette fois-ci, on va les concaténer tous les trois au sein d'une seule array. Bien évidemment, il faut que toutes nos arrays aient la même dimension, et si on souhaite les concaténer, on va simplement mettre np.concatenate, et on va les insérer dans un tuple, on va faire A, B et C, tout simplement. Et on aura bel et bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 18. Par défaut, la concaténation se fait ligne par ligne, donc c'est un petit peu comme si vous mettiez axis est égal 0 par défaut. Mais si jamais vous voulez le faire colonne par colonne, dans ce cas, on va transformer le axis est égal 0 par axis est égal à 1. Et de ce fait, la forme changera, on n'aura plus que 2 lignes, mais quelque chose comme 9 colonnes. On va voir une dernière façon de changer la forme d'une array, ou plutôt devrais-je dire comment changer la dimension, c'est-à-dire comment passer d'une dimension à 2 dimensions, comment passer de 2 dimensions à 3 dimensions. Je vais refaire une array A, mais cette fois-ci, cet array sera du coup une array de 1 dimension. Et supposons que je veuille refaire ma concaténation, donc np.concatenate, on va la faire sur A et B, donc A, B, et axis est égal 0. Et ça ne va pas fonctionner étant donné que les arrays ont des dimensions différentes. L'array A a une dimension A, tandis que la B a une dimension 2. Donc pour que ça fonctionne, il faut que je rajoute un axe à mon array A, et c'est la raison pour laquelle je vais utiliser la méthode np.newAxis. Et de ce fait, ça va bel et bien fonctionner. Notez qu'on peut insérer le np.newAxis à 2 endroits, soit au début, auquel cas ça veut dire que je rajoute un axe pour le nombre de lignes, tandis que si je l'avais mis en deuxième position, cela aurait voulu dire que je veux rajouter un axe sur les colonnes. Le mieux, c'est qu'on fasse l'exemple. Donc pour l'instant, a.shape c'est 3, alors que si je fais a np.newAxis .shape, j'ai quelque chose de 1 sur 3. Donc matrice de 2 dimensions et plus spécifiquement une matrice ligne. Tandis que si je fais A et que je mets np.axis à la fin, on a une matrice colonne. Ok, on a nos arrays. Maintenant, on va pouvoir faire certaines opérations mathématiques et statistiques. On va commencer par les maths. On va du coup créer 2 variables. La première, on va faire np.random.rendit. On va aller de 1 à 10 et on va faire un size de 3. On va faire pareil pour une variable b. Évidemment, on peut faire les opérations mathématiques de base, c'est-à-dire on peut faire a plus b, donc on va d'abord print a, print b, et on va faire a plus b. On peut faire a plus b, on peut faire a moins b, on peut faire a fois b, a divisé par b,
On peut faire la puissance, donc A puissance de B, ça donne 9 puissance 1, 9, 9 puissance 7, tout ça, et 6 puissance 2, 6 x 6, 36. On peut également faire la racine carrée, donc np.sqrt, et on va faire np.array. On va faire la racine carrée de 4, de 9 et de 16. On aura bel et bien 2, 3 et 4. Alors il y a évidemment tellement de choses que l'on peut faire. On peut calculer le sinus de A. Alors ça, je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer. Voilà, la trigonométrie, tout ça, tout ça. Donc on a le sinus, on a le cosinus et on a la tangente avec np.tan vraisemblablement. Et voilà. En plus de faire des multiplications, ce genre de choses, on peut également multiplier deux matrices entre elles. Alors il faut d'abord vérifier leur compatibilité. Donc si je fais c.shape, j'ai 3 sur 4. Et si je fais d.shape, j'ai 4 sur 2. On peut du coup faire c fois d dans le sens que le nombre de colonnes de C est égal au nombre de lignes de D. Elles sont donc bel et bien compatibles. Je vais faire print de C. Je vais faire print de D. Et si je veux faire C fois D, je vais simplement faire C at D. Et j'aurai la multiplication de nos deux matrices. Maintenant, les stats. Alors pour faire les stats, on va de nouveau créer un array aléatoire. Donc on va appeler A, np.random.rand, disons 3 sur 4. Tout d'abord, on peut évidemment avoir le minimum de ces valeurs. Donc si je fais a.min, on a 0,175 qui est bel et bien la valeur minimale. Je peux également obtenir la valeur minimale sur les lignes, à l'échelle d'une ligne ou à l'échelle d'une colonne, toujours en mettant un axe. Donc ici, c'est à l'échelle de la colonne. On a bel et bien 0,20 qui est la valeur minimale sur cette colonne-là, 0,33 sur celle-ci, 0,175 pour celle-là et 0,49 pour celle-là. Donc si jamais je mets sur 1, axe est égal à 1, on n'aura plus que 3 valeurs et ce sera par ligne. On a 0,20 comme valeur minimale, 0,5 oui et 0,175 là. Si on a la valeur minimale, on a la valeur maximale. On peut faire la somme, entre autres, la moyenne. Un autre exemple assez simple, c'est de calculer l'écart type en partant du principe que la probabilité de piocher chacune de ces valeurs est équivalente. Si jamais je fais a.std, j'aurai l'écart type de cet array. Enfin, il y a une dernière notion dans les opérations mathématiques, c'est ce qu'on appelle le broadcasting. Jusqu'à présent, on a vu qu'on pouvait faire des opérations entre deux matrices, mais on peut également faire un calcul entre une array et un chiffre. Je peux très bien faire A fois 1,5, et auquel cas, ça va comprendre qu'il va falloir multiplier 1,5 sur chacune de nos cellules. Et de ce fait, on aura moins 6, 0, 1,5, 4,5 et 9. On a fait toutes les modifications qu'on souhaitait faire. Maintenant, comment est-ce qu'on sauvegarde un objet NumPy? On fait tout simplement np.save, on insère le nom de notre fichier, ainsi que notre variable. Et de ce fait, vous aurez un fichier .npy. Alors sachez qu'on peut également sauvegarder ce qu'on a fait dans un fichier CSV, auquel cas on va taper np.savetxt. Et là, on va bel et bien préciser l'extension. On va bien dire filename.csv. Et de ce fait, ça va faire le travail. Il y a également une autre façon d'enregistrer via un fichier CSV, c'est de passer directement par Pandas. Donc on va l'importer. Si ce n'est pas déjà fait, on devrait faire pip install pandas, import pandas as pd. On peut enregistrer notre variable A dans un data frame qu'on va appeler df. Donc pd.dataframe A. Si jamais on fait df, on a notre data frame et on va pouvoir faire df.toCSV. Et on va l'enregistrer, pareil, filename.csv. Et on va mettre index égale false. Voilà, c'est une autre façon de faire en passant via Pandas. La suite et la fin logique, c'est de pouvoir charger nos objets NumPy que l'on vient d'enregistrer. On va commencer avec le fichier .npy. On va simplement faire np.load et on va insérer le chemin de notre fichier. Ici, il s'appelle donc filename.npy.
et on aura bel et bien notre array. Maintenant, si on l'a enregistré dans un fichier CSV, on va faire np.genFromTxt et pareil, on va faire filename.csv et on a également notre array. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez plus de contenu, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram ou vous abonner à cette chaîne. Et si vous avez besoin d'aide sur un projet en lien avec le web scrapping ou l'analyse de données, n'hésitez pas à me demander un devis par email ou tout simplement à en discuter. Je vous dis à la prochaine. Ciao!